Bonjour, bonjour. Allô, Nicolas. Salut Patricia, Ça va bien? ça va super bien et toi? Merci beaucoup, oui. Bonjour tout le monde. Premier live de 2023 avec un invité. Donc, la semaine passée, j'ai fait un petit live solo. J'essaie, je vais en faire une couple de live solo au cours de l'année parce que j'aime bien traiter de certains sujets, amener des exemples de ce que je vis dans mon entreprise parce que c'est sûr que quand j'ai des invités, bien évidemment, c'est les invités que je mets de l'avant, comme Nicolas aujourd'hui. Et Nicolas, je suis super contente. J'avais tellement hâte de faire ce live-là parce qu'on attend ça depuis le mois de novembre, hein, toi puis moi. On- On était censé faire ça à mon anniversaire le 4 novembre, fait que ça fait quand même un Exactement. petit bout, hein? Ça fait vraiment longtemps. Donc, ouais, je suis vraiment contente qu'on ait pu reprendre. Je crois que je me souviens même plus c'était quoi la raison pourquoi on avait annulé, mais je pense que mon fils était malade ou ma fille. Puis avec les microbes qui circulent, bien évidemment, on ne les envoie pas à la garderie ou à l'école. Je pense que c'était quelque chose de même. Mais bref, aujourd'hui, on est ensemble, fait que je suis bien contente. J'ai même eu peur hier quand la tempête a commencé. Je dis, oh non, là, ils ferment les écoles à rien. Je dis, oh non, ils vont fermer les écoles. Je pourrais pas faire mon live. Mais non, on est correct, on est ensemble. Ben, tu sais quoi, quand il y a des grosses tempêtes de neige, même moi, ça m'inquiète. Puis ma fille reste à la maison, mais c'est parce que moi, j'habite dans le bois. Oui, Puis c'est j'ai vrai. Internet par satellite. J'ai Internet par satellite. Fait que la coupole, quand il neige bien gros, s'il y a de la neige qui s'accumule dessus, l'Internet est moins bon et plus lent. Fait que, Et boy. Hey, puis ça me fascine, un gars du web qui vit dangereusement avec un Internet comme instable. Je sais pas comment tu fais. Moi, je verrais folle, ah, là. en fait, il va bien, sauf quand il y a des intempéries. Ouais, Ouais, c'est ça. S'il pleut ou s'il neige, t'es un peu pris. Fait que c'est la comme si t'es. neige. Ouais, la neige, bon, fait que t'es assujetti à ça. Bonjour tout le monde en live. Bonjour ma belle Karine qui est là, qui va m'aider tout au long du live. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, on va pouvoir aussi mettre le lien. Je vais aller chercher le lien de ton podcast, hein, évidemment, puis tes plateformes. Nicolas, on pourra dire aux gens comment c'est facile de pouvoir te rejoindre. Donc, évidemment, on a une passion commune, on ne se le cachera pas, c'est le SEO. Et ça me fait penser, on s'est vu avant les fêtes dans un 5 à 7 de Alliance Entrepreneur et je me souviens, on parlait de SEO. Puis il y avait mes deux partenaires de Maman en Affaires qui étaient là et on était vraiment intenses. Puis les filles nous regardaient comme de quoi qu'ils parlent? Évidemment, ils connaissent le SEO un petit peu, mais pas autant intensément que nous deux. Donc, ils étaient un petit peu dans le champ. Là. Ils ne savaient pas trop qu'est-ce qu'on disait. C'est que ça m'avait fait bien rire parce que c'est sûr que quand on est deux passionnés qui parlent d'un sujet, ben, on ne prend pas le temps d'expliquer chaque terme. Hein, on y va avec Absolument. les acronymes et tout ça. Bref, aujourd'hui, on va en parler, mais on va essayer justement de quand même vulgariser pour les gens qui nous écoutent. Absolument. Et si vous êtes en live, saluez-nous, bien sûr, et vous pouvez poser vos questions à Nicolas pendant le live. Mais si vous écoutez en rediffusion, vos questions, je vais les partager à Nicolas. Ça va me faire plaisir. Alors, on commence. Première question que je pose à mes invités, je veux savoir d'où ils viennent puis comment ils sont devenus justement des entrepreneurs du web. Donc, j'aimerais savoir, c'est quoi ton parcours? Pourquoi tu t'es rendu à être un passionné du SEO? Hey, c'est une bonne question. J'ai commencé, en fait, j'ai fait l'université en kinésiologie, spécialisée en encadrement sportif. Donc, pourquoi je suis allé en affaires? En fait, j'ai jamais été employé. C'est-à-dire que oui, quand j'avais des jobs étudiants, mais dès que j'ai sorti de l'université, en kinésiologie, c'était soit que tu travaillais chez Énergie Cardio ou soit que tu partais ta business. Ah ouais, hein? Donc, en fait, j'ai étudié à l'Université de Sherbrooke, puis à l'époque, on disait la faculté qui génère le plus d'entrepreneurs, ce n'est pas la faculté d'administration, c'est la faculté, dans ce temps-là, ils l'appelaient la faculté d'éducation physique et sportive, ça a changé de nom depuis. Puis, c'est simple, hein, tout le monde de kinésiologie se partait à son compte. Donc, parce qu'ils ne Parce que voulaient pas travailler chez Énergie Cardio, c'est parce que ça. dans ce temps-là, c'était ça. Ça a évolué depuis la kinésiologie, mais dans ce temps-là, c'était ça. Donc, j'ai parti de mon entreprise d'entraînement. Il y a eu beaucoup de choses à travers ça. Puis en 2012, précisément, mon partenaire et moi de l'époque, on a décidé de se faire un gros site web, un gros projet web. Mais on ne connaissait rien là-dedans, puis on a investi beaucoup d'argent. Puis ce qui est Mmh. arrivé, c'est que ça n'a pas fonctionné. Donc, on aurait pris cet argent-là, puis on l'aurait mis aux poubelles, puis ça aurait fait pareil. Aïe, ça fait Donc, mal. Mmh. là, ça a fait vraiment mal. Mais moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai dit, bon, j'ai deux choix. Soit que je ne fais plus jamais de web, ou soit que je comprends c'est quoi qui s'est passé. Fait que, ce que Mmh. j'ai fait, c'est que j'ai pris la deuxième option. Je me suis mis à étudier ça. Puis moi, je faisais de la préparation physique, donc j'entraînais des athlètes de haut niveau.
Puis qu'est-ce qu'on fait en préparation physique? C'est qu'on regarde les athlètes faire, puis en fonction de ça, on regarde dans leur sport, on fait une analyse de la tâche, puis après ça, on les entraîne pour qu'ils performent. Donc, quand je suis arrivé, j'ai étudié le marketing numérique, les bases, puis à un moment donné, je suis tombé sur le SEO. Puis là, le SEO, j'écoutais les formations que je suivais, puis j'étais comme, ben, c'est identique à ce que je fais. Dans le fond, le site web, c'est un athlète. Les qualités physiques, un athlète, on va se le dire, là, un athlète qui fait du lancer du poids, il a besoin de plus de force que de cardiovasculaire. Tu sais? Bon, ben, ça, c'est des qualités physiques. Mais là, on pourrait dire, il y a des éléments sur le site web qui vont faire en sorte que le juge Google va nous donner plus de points, puis on va se ramasser sur le podium, qui est la première page de Google. On peut même dire les 3 premières positions sur Google. C'est identique comme mindset. C'est juste qu'au lieu d'entraîner un athlète, j'entraîne un site web. Donc, mon athlète, c'est mon site web. J'ai des qualités physiques, ben, j'ai des éléments du site web à optimiser avec des priorités en fonction d'un sport. Puis le sport, ça peut être une requête, c'est-à-dire un mot-clé qu'on tape dans la barre de recherche de Google. Ça, c'est mon sport. Donc, chaque sport a des règlements différents et des qualités physiques différentes. Ben, chaque mot-clé a des choses différentes. Donc, c'est pour ça que quand le monde font des généralisations en SEO, le SEO, c'est l'optimisation d'un site web pour qu'il ressorte naturellement, c'est-à-dire sans publicité sur Google. Ben, c'est pour ça que quand le monde font des généralisations, des bonnes pratiques SEO, c'est comme si on disait, hey, pour être un bon athlète, il faut que tu aies telle qualité physique d'entraîner. OK, mais pour quel sport? Une ballerine n'a pas besoin des mêmes qualités physiques qu'un lanceur de poids, mais il y a des mots-clés qui n'ont pas besoin des mêmes choses que d'autres mots-clés. Donc, c'est vraiment là que j'ai trouvé ça vraiment trippant en disant, OK, c'est vraiment cool, j'adore ça, je suis quelqu'un de compétitif de nature. Fait que c'est comme ça que je suis passé de préparateur physique d'athlète à personne qui offrait des services en référencement naturel, mais j'en ai fait moi-même sur mon site web, puis j'ai pris des gigs avant de me lancer, c'est-à-dire que ça n'a pas été une transition aussi drastique, mais ça a été une transition vraiment le fun. Là. Où est-ce qu'à un moment donné, j'avais un gig, juste pour amener une idée de pourquoi que j'ai fait la transition vraiment, quelqu'un que j'avais aidé avec son SEO, il sortait partout sur Google. Puis, on ne travaillait plus ensemble parce que je n'ai pas de retainer dans mon modèle d'affaires. C'est-à-dire que c'est peut-être pas logique au niveau de la récurrence, mais une fois que j'ai aidé la personne, on arrête de travailler ensemble, parle de moi en bien, puis fais le bouche à oreille. C'est ça. Puis la personne, elle a arrêté de travailler avec moi parce que ça a été super bien optimisé. 3 mois après, elle me rappelle. Puis je suis comme, son SEO va super bien. Je ne sais pas pourquoi elle me rappelle. Elle me dit, hey Nick, j'ai vendu ma business. Je fais, hey, félicitations, c'est vraiment cool. Puis la personne me dit, ouais. Je dis, mais qu'est-ce qui me vaut ton appel, André? Là, il dit, il fallait que je te le dise. Je l'ai vendu à une compagnie qui est en Angleterre. Puis la seule raison pourquoi ils m'ont acheté quand je leur ai demandé pourquoi ils étaient autant intéressés, c'était que j'étais partout sur Google, puis ils ont essayé de me tasser, ils n'étaient pas capables, ils ont dit, let's buy him. C'est bon. C'était écœurant. Ouais. J'étais encore entraîneur dans ce temps-là. J'étais encore entraîneur. Là, j'ai dit, OK, le gars vient de vendre sa business, puis moi, j'étais encore entraîneur, puis il vient de vendre sa business. Là, les athlètes, ça demande beaucoup de temps aussi. J'étais assis entre 2 chaises, puis il y a un proverbe qui dit assis entre 2 chaises, on peut se pincer les fesses. Fait que là, je voulais pas que les athlètes se rendent compte que j'étais half-ass dans le travail parce que j'avais la tête dans les SEO. Fait que je suis parti avant ça. Ça a surpris beaucoup de monde, mais je suis parti avant que ça paraisse, justement. OK. L'analogie est super bonne, puis c'est ça les commentaires qu'on a. Puis je vais juste saluer Marion qui est là et Amélie aussi, puis Karine qui dit l'analogie est super bonne. Puis c'est tellement bon, je trouve, comme analogie, surtout pour un domaine qui est complexe. Le SEO, c'est un peu abstrait. On le sait, hein, il y a plus de 200 critères. On ne sait pas exactement combien, mais il y a tellement de critères qui vont faire qu'un site se positionne ou pas sur la première page de Google. C'est mystérieux, c'est l'algorithme. Donc, de pouvoir le comparer à quelque chose de concret, on le dit en marketing, hein, de simplifier le message. Je pense que tu as vraiment mis le doigt sur quelque chose avec cette comparaison-là. Fait que c'est bravo. Merci. Bravo. Ouais. Merci beaucoup. Donc là, tu t'es lancé, tu avais commencé avec ton site web, tu as commencé à faire des mandats et comme on l'a dit, il y a beaucoup, beaucoup de critères. Hein? Il y a des centaines de critères, on ne sait pas exactement. Si tu avais à nous donner un genre top 5, top 10, top 20, là, tu me diras comme tu le sens, là, puis on verra le temps qu'on a, des facteurs les plus importants. Ça serait quoi? Il y en a plusieurs. La première, c'est bon, faut commencer. Si on commence par la base, supposons parce qu'il y a différents contextes qu'il faut prendre en considération. Est-ce que c'est une page qui existe déjà ou c'est une page ou un site web qu'il faut que je crée ou c'est quelque chose qui existe déjà? Parce que déjà là, on prend ça d'une différente manière. Bon, supposons que c'est quelque chose qui n'existe pas encore.
bien, on peut dire que même le choix du nom de domaine a une incidence. C'est-à-dire, est-ce que le mot-clé est dans le nom de domaine? Ça va déjà nous aider. Bon, il y a des avantages, des inconvénients de choisir son nom de domaine comme ça, mais je vais donner un exemple. Il y a ce qu'on appelle dans le jargon du SEO, du référencement naturel sur Google ou sur un autre moteur de recherche, le EMD. Le EMD, c'est Exact Match Domain. Donc, un exact match domaine, c'est quand le mot-clé est dans mon nom de domaine. Donc, par exemple, si je voudrais dire, je ne sais pas moi, dentiste Laval, parce que je voudrais sortir comme dentiste à Laval, puis si le mot-clé, si le nom de domaine dentistelaval.com existe, ben, j'ai de fortes chances de bien performer parce que Google va se mélanger entre mon nom de brand, mon nom d'image de marque, puis le mot-clé. Donc, dentiste Laval, ça devient moi. Donc, il y a cet avantage-là. Par contre, il y a des inconvénients, c'est-à-dire que si je veux scaler pour m'ouvrir un cabinet de dentiste à Montréal ou ailleurs, ben là, je suis un petit peu pris là-dedans. Puis je deviens aussi une commodité, c'est-à-dire que je n'ai pas une vraie image de marque qui est belle, comme, mettons, je ne sais pas quel nom que je pourrais donner. Je ne vais pas inventer une étude de cas. Je ne suis pas un gars qui fait de la stratégie d'image de marque, mais reste que ça fait mal un peu à l'image de marque de prendre un EMD, un Exact Match Domain. Par contre, ça aide pour le SEO. Donc, un hybride des deux, c'est-à-dire le nom de la compagnie plus peut-être un mot-clé, comme roiseo.com. Je ne vais pas me faire une plug, mais il y a le mot SEO dedans, puis c'est le nom de l'entreprise. Bref, ça peut aider comme ça. Il y a différents autres trucs, mais c'est certain que le choix du nom de domaine, c'est déjà un premier pas. Le deuxième, ça va être le H1. Le H1, c'est Header 1, c'est le titre de la page ou du blog, hein, parce que ça peut être une page ou un article de blog, qui, dans un cas, doit avoir certains éléments. Les éléments qu'il doit avoir, puis là, c'est toujours difficile de faire des généralisations quand on parle, parce que je donne mon exemple de la ballerine puis du lanceur de poids, mais reste que souvent, ce qu'on va voir dans le titre 1, le gros titre, on peut juste en avoir un par page, ça va être d'avoir le mot-clé qu'on cible idéalement. Mais il va y avoir aussi d'autres choses. On ne peut pas juste mettre le mot-clé parce que sinon, c'est un peu, comment je pourrais dire, on ne veut pas juste mettre ça, on veut mettre le reste. Mais par contre, il y a d'autres éléments comme il y a ce qu'on appelle du LSI. Le LSI, c'est encore un acronyme, c'est du Latent Semantic Index. C'est des acronymes en anglais. Ça veut dire des mots-clés qui ont rapport avec le sujet, qui sont complémentaires au sujet du mot-clé. Puis il y a aussi des entités. Des entités, c'est quoi? C'est ce que Google se représente la réalité avec des graphiques. Okay? Google fait des schémas un peu comme des mind maps. On appelle ça le knowledge graph, le graphique de connaissances. Puis les entités sont des parties, sont des morceaux qui se rattachent aux connaissances de Google, que Google se fait des graphiques. Donc, si on a mots-clés, LSI, puis entité dans notre H1, qui est notre gros titre, puis qu'on fait un titre qui accroche aussi pour que les humains aient envie de le lire. C'est très mathématique, ce que je dis, c'est très... On met les ingrédients de la recette, mais il faut que la recette goûte bon aussi. Donc, c'est un hybride des deux. On écrit pour la machine, on écrit pour l'humain. Si on a déjà ça, c'est super parce qu'on va aimer. L'autre chose, c'est l'URL. L'URL, c'est après le .com ou le .ca. Ben, l'URL, ça peut être juste le .com ou le .ca, mais c'est dans le fond quelle adresse qu'on tape pour se rendre à cette page-là ou à cet article de blog-là. Puis après le .com, qui est le nom de domaine, est-ce qu'il y a le mot-clé? Par exemple, supposons que je n'ai pas Dentiste Laval dans mon nom de domaine, je m'appelle dentistedentblanche.com / dentiste-laval. Ah ben là, j'ai quand même des chances de bien sortir parce que j'ai mis dans mon URL mon mot-clé qui donne de la pertinence. Google dit hey, c'est pertinent de voir que j'ai dans l'URL le mot-clé. Ça, c'est pour un nouveau site web. On ne peut pas changer nos URL avec une page qui existe déjà parce que sinon, on va se faire mal. Okay? Ça, c'est très important. Donc, c'est pour ça que je tiens à dire que c'est pour quelque chose qui est nouveau. Donc, déjà, avec ce top 3-là, on a déjà une bonne base. Disons qu'on est bien orienté. L'analogie que je pourrais prendre, c'est on a mis la direction de la voiture dans la bonne direction. On n'a pas nécessairement mis du moteur. On n'a pas beaucoup de force dans notre moteur, mais on s'en va dans la bonne direction parce qu'il y en a qui nous arrivent avec des sites web que la direction, ils veulent aller à Québec, mais le moteur, il pointe vers Montréal. Fait qu'il faut vraiment aller dans la bonne direction. Là, comme ça, on s'en va dans la bonne direction. Il y a d'autres travail à faire, mais on est déjà bien parti si on fait ça. Absolument. Donc ça, c'est la première chose au niveau d'un site web nouveau. Si le site web existe déjà,
Ben, l'URL, on ne peut pas y toucher. C'est quelque chose qu'on ne touche plus une fois que c'est indexé. Indexé, ça veut dire que Google l'a mis dans ses archives, dans ses résultats de recherche, dans sa bibliothèque de résultats de recherche. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut encore jouer avec le H1 pour l'optimiser. Puis le contenu, c'est-à-dire le contenu, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut jouer avec les autres sous-titres. Le H1, c'est le gros sous-titre. Donc, le gros titre plutôt. Je vais partager mon écran. J'ai ouvert un article de blog sur mon site, justement, pour... Est-ce que tu vois mon écran? Ça s'en vient, je vais le voir. Ouais, c'est ça. Donc, on voit ici comment migrer votre site vers GA4. Ça, c'est le H1, c'est-à-dire que c'est le gros titre, qu'il y en a un par page. Mais on voit ici, qu'est-ce que Google Analytics 4, entre parenthèses GA4, avec la question ici. Bien, ça, c'est un H2, c'est-à-dire que c'est un sous-titre de deuxième ordre, c'est-à-dire qu'il est un peu moins important que le H1 qui est le titre, mais qui est quand même important. Donc, si on a Google Analytics 4, comme on voit ici qu'elle a fait vraiment un bon travail, elle a mis GA4, qui est l'acronyme de Google Analytics 4. Puis on voit ici dans le H2, elle a mis Google Analytics 4, entre parenthèses GA4. Donc, on voit vraiment que déjà là, Google va dire, OK, les titres et les sous-titres, c'est important. Donc, on veut les voir ici. Mais des fois, il va y avoir aussi des choses qu'on va voir comme si on se met à analyser Google, puis on pourra peut-être parler de comment j'espionne Google. Oui. Mais on voit des choses comme moi, j'ai constaté, puis là, je veux éviter de faire des généralisations, c'est toujours important, mais souvent, j'ai constaté que Google, dans les H2, il ne voulait pas trop de questions. Comme là, je vois 2 points d'interrogation. Ouais. Je sais qu'à un moment donné, Google, quand on enlevait des points d'interrogation, puis on reformulait la question sous forme sans que ce soit une question, mais plus une affirmation. Ouais. Donc, migrer vers Google Analytics 4 sans point d'interrogation, ça pouvait aider. Mais dans ce cas-ci, vu que je ne connais pas ce mot-clé-là, peut-être que ce n'est pas vrai, donc je vais éviter de généraliser. Là. Mais tu sais, dans ce cas-ci, pourquoi on a décidé de faire ça, c'est vraiment parce qu'on est dans un tutoriel. Donc, on est vraiment step by step. Parce que, oui, j'étais assez d'accord avec toi là, pas trop de questions. Tu sais, peut-être quelques-unes, mais pas à chaque H2. Ben, en fait, le truc, puis pourquoi? Parce qu'avant, ça fonctionnait super bien les questions, parce que Google, c'est une machine à répondre. Hein. Les gens se servent de Google pour poser des questions à Google ou Google Home. Hein. C'est pas juste Google, la barre de recherche tapée, mais c'est aussi Google Home. Donc, ce qui arrive, c'est que quand les gens vont poser beaucoup de questions, ben, on dit, OK, vu que Google est une machine à répondre, on veut donner à Google la meilleure réponse possible sur des questions dans notre industrie que les gens se posent. Sauf que là, ça a comme été un petit peu suroptimisé. C'est-à-dire que là, tout H1, H2, H3, tout était des questions pour que Google trouve les questions puis il voit la réponse en dessous. Fait que là, Google s'est rajusté en disant « Wow, attendez un petit peu, pas trop de questions parce que oui, je suis une machine à répondre, oui, je cherche mes questions, mais là, vous essayez toutes de faire ça. Je vais enlever un petit peu, il va y avoir des ratios de questions. » Ça, c'est des choses qu'on fait en espionnant Google. Dans différentes parce que sinon, on ne pourrait pas vraiment le savoir. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, dès que, justement, ce qu'on fait sur le site est trop intentionnel, on le sait que c'est intentionnel, évidemment, là, on ne travaille pas notre SEO sans un réel objectif d'augmenter ses positions dans Google, mais il faut que ça soit toujours naturel. Il faut que Google ne sente pas qu'on est en train de le manipuler en quelque sorte. T'sais. Fait que, ouais, totalement. Si on En fait, effectivement, il ne faut pas être trop agressif, mais je te dirais que anecdote à ce niveau-là, on peut être beaucoup plus agressif qu'on pense. C'est juste que si on est trop agressif, Google va peut-être pas s'en rendre compte tout de suite. C'est les humains qui vont s'en rendre compte avant. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est un exemple qui a été fait, puis ça marche encore en passant. Les gens pensent que ça ne marche plus en disant Google est rendu beaucoup plus intelligent maintenant, mais ça fonctionne encore. Je tiens à dire de ne pas faire ça. Je dis juste que ça a déjà fonctionné et ça fonctionne encore. J'ai des preuves à ça. On fait des tests avec des canaries, hein, des sites web qu'on s'en fout. On fait des tests juste pour s'ils plantent, c'est pas grave, il n'y a pas d'implication. On ne fait pas ça avec des vrais sites web importants. C'est des canaries dans la mine, dans la mine de charbon. Oui, c'est bon. Okay. Exact. Ouais. Puis je vais raconter parce que c'est lui qui m'a ouvert les yeux. C'est une personne qui faisait un concours de SEO contre d'autres SEO. Parce qu'il y a souvent des concours de SEO entre SEO. C'est un peu comme les combats ultimes. Là, le monde se bataille, mais là, c'est au niveau SEO. C'est pas mal moins d'action, mais reste que ça reste. Chacun derrière son ordi. une compétition de geek. Puis ce qui est arrivé, c'est il y a à peu près 1 an et demi, la personne qui gagnait le concours a été disqualifiée. Puis il menait partout, là, il était premier partout. Puis après 2 semaines, les organisateurs l'ont disqualifié. Puis ils ont dit
Est-ce que c'est du black hat dans le fond? Non, non, pas nécessairement. En fait, c'est une bonne question, Karine. Ça m'amène à ce qu'on Le en black parle. hat, Oui. ouais, on va en parler après. Oui. Mais oui, c'était du black hat qu'il faisait, mais en fait, non, c'était pas du black hat. Il suivait les règles de Google, c'est juste qu'il s'est fait prendre, entre guillemets, c'est qu'il mettait, la prémisse, c'est qu'il a gagné le concours avec du lorem ipsum. Okay? Donc, du dummy text, du texte lorem ipsum. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est que lui, sa prémisse de base, c'était Google est bien meilleur pour compter que pour lire, même s'il y a le NLP, le Natural Language Processing, c'est-à-dire que Google, avec la technologie, devient de mieux en mieux à lire des textes, mais reste que Google est meilleur pour compter que pour lire. Donc, quantifier les ingrédients d'une recette, comme je disais tantôt, il faut que la recette elle goûte bonne. Mais Google est meilleur pour quantifier les ingrédients de la recette que de goûter la recette. Oui, c'est ça. Okay? Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il mettait un nombre d'entités X, un nombre de mots-clés X, un nombre de LSI X à des endroits importants comme le H1, le H2, des choses comme ça, où est-ce que Google, il savait que Google lisait plus ces éléments-là, mais c'était du lorem ipsum qui était premier. Okay? Parce que tout le monde partait avec, tu ne pouvais pas avoir d'avance, c'était un mot-clé inventé, c'était tout le monde partait avec le même nouveau site web en partant. Fait qu'il n'y avait pas de backlinks, des liens externes, tout le monde partait de zéro. Fait que, après 2 semaines, il était premier parce que c'était de l'optimisation sur la page dans le contenu. Puis il n'y avait pas encore eu le temps, le monde, de créer beaucoup de liens externes qui sont des votes de confiance d'un site web vers un autre site web, comme un concours de popularité en 2 semaines. Donc, c'était lui qui menait, mais il a été disqualifié parce qu'il n'avait pas écrit pour des humains. Okay? Puis là, son site web a été désactivé, puis Google en a fait un gros Search Engine Journal, des journaux sur le SEO. On dit que c'était pas bon, un exemple. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a recréé d'autres sites web underground, puis il s'est filmé, puis il a été capable de recréer la même chose qui ressorte encore jusqu'à ce jour aujourd'hui avec du lorem ipsum. Donc, la prémisse de base, c'est que Google est bien meilleur pour compter que pour lire, mais il faut écrire pour des humains pour que les humains trouvent ça intéressant et engageant. Donc, tu sais, il y a toujours l'hybride des deux où est-ce qu'il faut prendre. C'est pour ça, d'ailleurs, que de quantifier nos éléments est hyper important. Ça nous mène à la mentalité d'entraîneur où est-ce que qu'est-ce qu'on regarde, c'est la quantité des qualités physiques importantes. J'ai besoin de beaucoup plus de flexibilité si je suis une ballerine ou une danseuse classique que si je suis un lanceur de poids. Mais si j'ai besoin de flexibilité, ce ne sera pas aux mêmes articulations. Le lanceur de poids, ça risque d'être au poignet, des choses comme ça. La ballerine, ça risque d'être les hanches, des choses comme ça. Donc, tu sais, l'analogie est là toujours. Oui, absolument. Puis, tu sais, c'est pour ça aussi que le SEO se rapporte beaucoup plus au marketing que à la programmation. Tu sais, oui, il y a beaucoup d'aspects techniques, mais au final, justement, c'est les avantages concurrentiels, c'est comment on se positionne qui, je pourrais pas dire qu'il est plus important, hein, parce qu'on l'a dit, il y a tellement de facteurs, mais qui est quand même très important. Puis c'est pour ça, quand on fait un mandat SEO, l'analyse, au départ, des fois, les clients sont comme, ben là, c'est quand là, que tu commences à travailler sur mon site? Ouais, mais c'est parce que j'ai plusieurs heures à mettre en analyse pour savoir, probablement comme toi, quand tu analysais tes sportifs, puis que là, il fallait que tu les regardes en action pendant plusieurs heures, à voir comment ils fonctionnent, puis sont où leurs lacunes. Fait que c'est ça aussi, c'est intéressant. Je te dirais que c'est beaucoup plus long le SEO que les autres méthodes parce que premièrement, ben oui, il faut connaître l'aspect marketing de la chose, c'est-à-dire, bon, ton persona, qui tu vas attirer, c'est quoi les questions qui se posent, leur point de douleur, leur pain point pour répondre à ces questions-là et ainsi de suite. Donc, créer du contenu qui est pertinent si on ne l'a pas déjà. Donc, oui, il y a l'aspect marketing, mais l'autre aspect, oui, un peu de programmation parce qu'il faut connaître les balises de base HTML, tout ça. Mais l'autre point, c'est aussi le data science, la science des données. Parce que, tu sais, vu qu'on peut quantifier énormément de choses avec les algorithmes, donc c'est même un 3 sciences. C'est le marketing, c'est la programmation, puis c'est aussi beaucoup de data science. Donc, c'est un trépied, dans le fond, le SEO. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, le marketing, il faut vraiment se dire que c'est, bon, les requêtes de base, donc les gens, c'est des leads un peu plus froids. Hein? Quand tu es sur Google, tu ne connais pas nécessairement le brand. Tu dis comment migrer Google Analytics 4, comment utiliser Google Analytics 4. Ben moi, je ne connais pas Patricia Filiatro encore, mais je lis l'article. Puis là, elle répond à ma question, c'est super intéressant. Hey, finalement, c'est bon. Là, je regarde en bas, y a-t-il un appel à l'action ou y a-t-il un lien qui m'amène vers une autre page puis que là, je vais passer à l'action ou je vais être ciblé dans une publicité Facebook avec quelque chose. Mais au moins, je suis allé sur le site web, ça a été une porte d'entrée. C'est peut-être le premier contact. C'est peut-être pas là que ça va closer, qu'il va y avoir une conversion, c'est-à-dire que les gens vont passer à l'action.
quoique peut-être. Mais je connais l'image de marque, j'ai été en contact. Donc, où je suis dans le cycle de vente, dans le processus de vente, je vais être beaucoup plus au début avec le SEO. Donc, ça prend plus de temps. Puis, c'est peut-être pas là qui va être le dernier point de contact. Donc, il faut toujours avoir cette vision-là quand on pense au référencement naturel. Mais en même temps, quand c'est bien fait, ça attire tellement de visiteurs que les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont un bon SEO, sauf quand il arrive des tragédies avec leur SEO. Comme un nouveau site web qui est changé par une agence qui dit hey, on va vous faire un bien plus beau site web que celui que vous avez, mais qui n'a aucune connaissance en SEO. L'agence et le client ne savent pas que 70% de ses visiteurs sur le site web et de ses leads viennent du SEO. Ouais. Et là, d'un jour au lendemain, catastrophe, le SEO s'effondre. Là, c'est la panique. Il y a le feu au camp là, parce que les gens ne savaient pas qu'il y avait du bon SEO. Donc, le SEO, souvent, les entreprises en ont un bon sans le savoir. C'est quand ils font changer leur site web et que ça s'effondre que là, c'est la panique totale. C'est là qu'on arrive à éteindre des feux. Souvent, on se fait contacter par des agences, les experts en SEO. Hey, ça va pas bien, on a changé un site web, puis on a tout détruit le SEO, peux-tu nous aider? C'est sûr que c'est mieux de le planifier d'avance puis de voir, hey, on a-tu des enjeux SEO si on change de site web pour éviter de s'effondrer parce qu'on ne le savait pas, mais dans le fond, tous nos leads viennent du SEO et on ne s'en rendait pas compte. C'est pour ça quand je vends des sites et que je dis mon prix, mettons, puis que les clients en font un peu le saut, mais je leur explique, c'est que justement, on va tout analyser ton site actuellement, puis on va s'assurer que tu perdes aucun jus SEO, que tout, c'est pas garanti à 100%. Non, mais c'est un peu minimiser, c'est damage control, minimiser les effets négatifs du changement de site web. Exactement. Donc, c'est pas juste une question d'image de marque, c'est pas juste une question de beauté du site, comme tu dis. Il y a notre amie Geneviève qui est là, qui nous salue. Allô, Geneviève de Champlain. Allô, Geneviève. Il y a... est-ce qu'il y avait des questions? Non, à date, c'était plus des commentaires, fait que c'est bon. OK, fait que là, on a nommé quelques-uns, on a parlé du nom de domaine, donc au moment d'acheter le nom de domaine. Puis, même, je dirais, tu sais, je conseille même à certains clients de peut-être changer le nom de leur entreprise si c'est encore possible. Hein? Des fois, c'est pas possible. Ouais. Si le nom de domaine n'est pas disponible ou si tu n'as pas la possibilité d'acheter un nom de domaine qui est intéressant. Mais c'est un des 200 et plus critères. Donc, si votre nom de domaine ne contient pas votre mot-clé, c'est pas grave. Là. C'est un parmi tant d'autres. Donc, ouais, voilà. OK. Ensuite, tu as parlé du H1. De la structure de HN. On a parlé de l'URL également, donc les URL. Ensuite, est-ce que tu aurais d'autres critères à nous présenter? Oui, bien en fait, idéalement, là, parce qu'il y a différents types de SEO, OK? On va juste dire qu'il y a 3 grandes familles de SEO. Il y a, le brand SEO, ou le SEO de l'image de marque. On a le SEO de contenu, donc le contenu de nos pages. Puis l'autre, c'est le SEO technique. C'est est-ce que notre site web, au niveau technique, au niveau de son code, sa structure, il est bien fait. OK? Donc, tantôt, quand on parlait de changer de site web, bien, souvent, c'est le SEO technique, les URL qui changent, tout ça, ça brise tout. Fait que c'est plus geeky, ce SEO-là. Le SEO de contenu, on vient d'en parler avec les H1, tout ça. Je dirais maintenant le SEO d'image de marque. Bon, le SEO d'image de marque ou le brand SEO, c'est si je tape ton nom de compagnie sur Google, qu'est-ce qui sort? Est-ce que c'est ton site web en premier? Est-ce que la première page au complet t'appartient? C'est-à-dire que j'écris ton nom de compagnie. Est-ce que c'est ton site web, ta page Facebook, ta page LinkedIn, ton YouTube channel, ta chaîne YouTube, et ainsi de suite? Si ton brand SEO et si ton nom, tout ne t'appartient pas sur la première page, puis que tu n'as pas ta fiche Business Profile, c'est-à-dire anciennement Google My Business, Google Mon Entreprise, qui s'appelle maintenant le profil Business Profile, le Google Business Profile. Ça a changé de nom 14 fois, là. Oui, c'est ça. Ça veut dire que tu n'as pas vraiment un très, très bon SEO d'image de marque. Pire encore, s'il y a des mauvais reviews qui sortent, il y en a qui ont des squelettes dans le placard. Là, ça ne va pas bien parce que là, ça peut nous amener à un autre sujet qui est ce qu'on appelle la gestion de réputation. Moi, je me rappelle, puis je peux même raconter l'histoire parce que c'est une histoire qui est quand même drôle. Ben, drôle. Pas drôle pour la personne, mais en même temps drôle un peu. On peut apprendre de ça. On peut apprendre de ça, ben oui, puis je pense que la personne a quand même appris. Mais vous rappelez-vous
sûrement que vous en rappelez, ça fait même pas 2 ans de ça, ça fait 2 ans, je pense. C'était le vol Sunwing avec les influenceurs qui ont fait le party dans l'avion pendant la période COVID. Vous vous rappelez Oui. de ça? Ben oui. Bon, une des personnes là-dedans m'a contacté parce que quand on tapait son nom de cette personne-là, il y avait un article du journal qui sortait avec son nom vraiment négatif. Fait que là, dans le fond, je regarde ça, puis je me dis, OK, ce mauvais nom-là est en 7e position. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je prenne 3 sites web ou 3 entités, c'est-à-dire une page Facebook, un site web, quelque chose d'autre, pour tasser sur la 2e page. Puis la 2e page, il y en a qui y vont quand même. Bon, c'est sûr qu'en SEO, il y a une blague qui dit où est-ce qu'on cache un corps mort sur la 2e page de Google, mais reste que quand même, maintenant, c'est un continual scroll en plus, pour certains. Fait que là, on ne peut plus faire ça autant. Mais bon, reste que les gens, c'est rare qu'ils vont passer la 10e position, quoi, de plus en plus, parce qu'ils sont habitués de scroller avec leur pouce, mais bon. Reste quand on est sur le téléphone, ça s'auto-génère, on n'a pas besoin de changer de page, c'est ça. Maintenant, exactement. Là, ça fait quelques mois. Là. Exactement. Mais reste que, supposons qu'on dit qu'on veut tasser pour la 11e position, qui serait l'objectif, le mauvais résultat de recherche. Ben, ça reste que si moi, j'ai optimisé un site web, parce que le SEO, c'est d'augmenter la valeur du site web et du nom de domaine. Okay? Le nom de domaine, on peut voir ça comme le terrain, puis le site web, la bâtisse. Si on fait une analogie avec l'immobilier, là. Donc, mais là, mon travail en SEO, c'est d'augmenter la valeur du terrain et de la bâtisse pour que Google l'aime plus. On l'envoie dans un meilleur voisinage, c'est-à-dire les 3 premières positions sur Google. Maintenant, si j'ai 3 sites web à tasser, c'est 3 contrats SEO. Ouais. Donc, fait que là, je fais une soumission en disant, ben là, il faut que j'optimise ce nom de domaine-là, ce site web-là, ce nom de domaine-là, ce site web-là, ce nom de domaine-là, ce site web-là. Donc, l'équivalent de 3 clients SEO. Là, le prix était tellement élevé que la personne a dit non, je peux pas, c'est trop cher. Je dis, je suis désolé, c'est la valeur que c'est, parce que moi, pendant que je fais ça, je ne prends pas d'autres clients, je ne travaille pas sur d'autres clients que je leur chargerais ça. Alors, bref, tout ça pour dire que le brand SEO, c'est quelque chose d'important. Puis déjà, d'avoir juste votre fiche Google Business, d'avoir vos 10 premiers résultats, vous allez performer pour votre brand SEO, qui est déjà un bon début, parce que si les gens vous entendent parler ou entendent le nom de votre entreprise, mais s'ils tapent le nom de votre entreprise sur Google, qui est un mot-clé, qui est souvent un mot-clé important, le nom de notre entreprise, on veut sortir pour des mots-clés génériques de notre industrie, mais pourquoi qu'on sort pour notre nom d'entreprise? Qu'est-ce qui ressort quand on tape notre nom d'entreprise? C'est moi, mon nom, Nicolas Roy, on le tape, et je ne sors pas premier. Pourquoi? Parce que c'est un joueur de hockey des Golden Knights de Las Vegas, puis il est vraiment bon. Fait que, tant mieux pour lui, mais il prend toute la place. C'est ça, mais si tu tapes Nicolas Roy SEO, là, je maîtrise la page, mais sinon, c'est le joueur de hockey des Golden Knights qui prend toute la place. J'ai beau être compétitif, là, puis aimer le sport, je viens de l'industrie du sport, je ne peux pas le tasser, lui. Je ne peux pas le tasser. Quand sa carrière va être finie, peut-être, là, à moins qu'il gagne bien des coupes Stanley, là, mais tu sais, ça me fait rire parce que c'est souvent arrivé, moi, que des clients me disent, quand je démarchais plus, quand j'allais voir les clients, puis je disais, vous ne sortez pas sur Google pour telle requête. Puis il me disait, c'est pas grave, parce que quand on tape mon nom d'entreprise, je sors. Fait que moi, j'en ai pas besoin de SEO. T'sais. Ça me faisait toujours bien rire. Ben, c'est ça, c'est que c'est parfait, tant mieux, mais tu vas attirer des gens qui ne connaissent pas ton nom d'entreprise, mais qui ont un problème et qui veulent trouver la solution. Puis toi, tu l'as la solution, mais ils ne savent pas que tu existes. Ils ne sont jamais passés devant ton commerce. Ils ne t'ont jamais vu sur les réseaux sociaux. Ils ne t'ont jamais entendu t'être invité dans un podcast ou quoi que ce soit. Donc, le branded search intent, parfait. A1, on tasse ça, mais le reste, sont toutes importantes, ces catégories-là, comme tu dis. Absolument, absolument. C'est vraiment important, tu sais, parce que c'est pour ça que je disais tantôt qu'en SEO, on attire des leads un peu plus froids, parce que c'est des gens qui ont posé une question à Google. Par contre, sont très, très, très motivés parce qu'ils ont pris le temps de taper dans la barre de recherche. Donc, c'est pas un marketing où est-ce que d'interruption, où est-ce que tu scrolls, puis même si c'est très bon filtre sur les médias sociaux qui font une publicité parce qu'ils te connaissent assez bien, il reste que tu ne l'as pas demandé, la pub. Tandis que quand tu es sur Google et que tu demandes une information, c'est quand même toi qui l'as tapé dans la barre de recherche. Puis en marketing, on dit donner le bon message à la bonne personne au bon moment. Ben, on a pas mal les trois avec le SEO, mais la personne, elle a une question, elle a un pain point, un point de douleur. Elle pose une question à Google, Google donne une réponse, puis là, elle lit toi quand elle a tapé sur le résultat. Puis si elle aime ce qu'elle lit, ben, écoute, c'est cool parce que là, ça te donne une opportunité de te faire connaître. Puis si tu as un bon appel à l'action ou quelque chose sur ton site web, puis que tu as un bon CRO, Geneviève, es-tu encore là?
Oui, oui. Geneviève, elle fait du Attends, je SEO et sais du pas. CRO, Zéro, Geneviève. ouais. Parce que c'est Bon, ça, tu c'est vois, Geneviève, différent, hein. Le SEO sert ben à amener oui. du monde sur ton site, mais après, ce qui se passe sur le site, en théorie, c'est plus du ressort du SEO. C'est En autre fait, il faut chose. faire la distinction. Hein. Pour monétiser son site web, ça prend deux choses. Ça prend des visiteurs, puis ça prend de la conversion. La conversion, c'est une action que les gens vont faire sur votre site web. Soit vous appeler, remplir un formulaire ou faire une transaction payée. Ouais. Le SEO, c'est de charmer Google pour attirer des visiteurs sur votre site web. Mais une fois qu'ils sont sur le site web, pour qu'ils vous contactent, vous appellent ou quoi que ce soit, c'est de la psychologie comportementale, c'est du behaviorisme. C'est plus du SEO, c'est autre chose. Mais Geneviève Ouais. a fait les deux. Elle fait du SEO puis du Et CRO. ouais. Moi, je ne fais que du SEO, mais tu sais, reste que dans les deux cas, puis c'est très cool. Là, je veux dire, on est tous là, on est tous une belle communauté parce que le SEO, souvent, les gens connaissent un peu moins ça que la publicité Facebook et ainsi de suite. Fait que c'est cool qu'on en parle parce que la publicité, c'est super cool, ça fonctionne, ça a un filtre, mais quand tu arrêtes de payer, tu arrêtes d'être là. Tandis que le SEO, il y a du monde que ça fait 3 ans qu'ils m'ont payé, ils m'ont pu payer depuis 3 ans, ils sont encore top 3, puis il y a encore plein de visiteurs qui viennent de ça. C'est un actif numérique, c'est quelque chose qui, oui, par la suite, les gens vont donner leur nom et leur adresse courriel à une infolettre pour continuer à avoir le contact, mais reste que pour attirer des visiteurs nouveaux, des nouveaux leads, c'est très durable le SEO, c'est pour ça que c'est le fun. Il n'y a pas d'autre type de marketing qui est durable. Si je fais une annonce à la radio, si j'arrête de payer, je disparais. Si je fais une annonce à la télé, c'est la même chose. Peut-être les bandes au Centre Bell, non, encore, il faut que je continue à payer tout le temps, sinon je vais disparaître. Ben oui. Ils vont les garder. Bref, d'avoir un marketing qui est durable, à part une annonce dans un journal, puis que le journal il traîne sur la table de la personne pendant 2 ans, non, c'est pas réaliste. Il n'y a rien qui dure comme le SEO en termes de durabilité, donc de retour sur investissement aussi. Oui. Ah ben tellement. Quand je regarde justement mon Google Analytics, les articles qui sortent le plus, justement, souvent, c'est des articles qui ont peut-être 1 an ou 2 de vie, si le contenu est encore pertinent, parce que justement, il y a eu du trafic, il y a eu des interactions, Google voit que les gens sont intéressés. Fait que c'est ces articles-là, bien plus que l'article que j'ai publié il y a 2 semaines. Absolument. Puis il y a un autre point aussi que, puis ça, c'est quelque chose de drôle, mais tu sais, l'âge d'indexation d'une URL. Puis un âge d'indexation d'une URL, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est quand la première fois que Google l'a vu dans ses résultats de recherche. Ça, c'est un ranking factor. Donc, puis souvent, le monde, il y a un faux débat en SEO. Les gens disent, si j'ai acheté un nom de domaine en 2005, puis un autre en 2023, puis là, je fais un site web je fais 2 sites web sur le même sujet, puis je les mets sur Google. Lequel des deux va le mieux performer? La réponse, c'est ça dépend. Est-ce que le site web de 2005, même s'il n'y a pas de backlink, c'est-à-dire même s'il ne reçoit pas de liens externes, c'est-à-dire des sites web qui envoient des liens vers ce site web-là, est-ce que le nom de domaine de 2005 a déjà été indexé par Google ou non? Si la réponse c'est non, le nom de domaine de 2005 puis le nom de domaine de 2023 vont réagir de la même manière avec un site web. Par contre, si le site web, si le nom de domaine de 2005 a déjà été indexé dans Google, même s'il n'y a jamais eu de backlinks puis il fait juste exister depuis 2005, tu peux être sûr que si tu mets des efforts SEO dessus, il va bien mieux performer parce que ça fait longtemps qu'il est indexé dans les résultats. Fait que c'est la même chose avec des plus vieux articles de blog parce qu'ils ont l'âge d'indexation qui est plus vieux. Donc, c'est comme un bon vin, tu sais, un contenu qui vieillit bien, c'est-à-dire un contenu evergreen souvent. Le contenu evergreen, c'est un contenu qui vieillit bien. Si votre blog parle de vos actualités, ben c'est cool, ça met de la vitalité, puis c'est un peu comme un média social. Par contre, ça ne va pas bien vieillir, ça ne va pas bien vieillir plutôt pour faire du SEO. Mais rien n'empêche d'avoir une catégorie actualité puis d'autres catégories qui, elles, ont des contenus plus durables, c'est-à-dire evergreen, pour bien performer en SEO. Exact. Moi, quand j'ai acheté mon nom de domaine, j'ai acheté patriciafiliatro.com, ça fait quand même longtemps. Et je ne me préoccupais pas nécessairement du SEO à ce moment-là. Puis à un moment donné, je l'ai regretté. Je disais, j'aurais dû prendre le pfcommunication.com pour plus me brander comme une entreprise, une agence et pas juste je minimise pas les travailleurs autonomes, là, mais à un moment donné, j'ai fait le switch vers la format agence. Mais là, moi, je suis pognée avec mon nom de domaine, là, patriciafiliatro.com, là, il sort. Fait que je ne vais pas me dire, je vais prendre PF Communication, ça va être plus brandé à entreprise. Et non, tu sais, mon nom de domaine, je me souviens plus quand est-ce que je l'ai acheté. Je pense que je l'ai acheté en 2013, 2014.
Ben, qui est indexé depuis ce temps-là ou à peu près, là. Ouais, c'est ça. Au début, il y avait 3 Ouais. pages, là, mais j'avais pas de blog Ouais. encore à ce moment-là, mais quand même, il était connu de Google. D'où l'importance de bien choisir son nom de domaine. Oui, exact, absolument. Marion a dit, est-ce que tout ça fonctionne aussi avec les boutiques en ligne? Absolument, Marion. D'ailleurs, puis je vais me plugger, Patricia, Vas-y, mon podcast Nicolas. s'appelle Commerce électronique et actifs numériques. C'est le nom de mon podcast parce que autant les commerces électroniques que les autres actifs numériques, c'est-à-dire les sites web vitrines, vivent avec les mêmes choses. Donc, les commerces électroniques ont des particularités, mais reste que c'est les mêmes règles là, qui s'appliquent autant pour le commerce électronique que pour les autres sites. Excellent. Bon, Karine, elle a été rapide. Elle a mis le lien de ton podcast qui est super intéressant parce que justement, tu es beaucoup actif dans le domaine des boutiques. Excellent. Donc, OK. Si on continue dans les facteurs, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est pas mal au top d'importance? Écoute, ça va varier beaucoup, mais je te dirais le texte. Le alt texte, donc c'est-à-dire le texte alternatif, c'est le texte pour les images. Pour les images, en fait, ont leur nom d'image, mais il y a aussi un texte pour les personnes non-voyantes qui est lu par leur liseuse. Puis ça aussi, ça va avoir une incidence. Ça va avoir une incidence dans les facteurs de classification. Donc, tu sais, de voir exactement c'est quoi. L'autre chose qui va faire une différence, c'est les H. Les H, c'est les sous-titres. Là. On a parlé de H1, H2, mais il peut y avoir des H3, H4, H5, H6. Puis des fois, Google préfère les plus petits H que les plus gros H. Nous autres, souvent, on va faire H1, H2. Mais des fois, Google, il dit non, moi, pour cet article-là, je veux plus de détails. Donc, moi, c'est les H6 qui sont importants. Donc, des fois, c'est vraiment drôle parce qu'ils sont en importance. Il y a certains graphistes qui vont utiliser la grosseur des H pour la grosseur au niveau graphique, mais c'est plus la grosseur des sous-titres en ordre décroissant de H2 à H6. C'est plus une structure pour l'importance aux yeux de Google qu'autre chose. Donc, c'est la raison pour laquelle, des fois, juste de jouer avec les autres H, c'est important. Maintenant, on va même parler du texte à l'intérieur. Il faut qu'il y ait une certaine densité du mot-clé, des entités et du LSI pour que ce soit pertinent. Donc, pour dire, bon, est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que je le vois, ce mot-là? Est-ce que je suis capable de le quantifier? Parce qu'on parle toujours des ingrédients dans la recette, mais s'il n'y a pas assez d'œufs dans ma recette, ben, ce ne sera pas bon, par exemple. Mais là, ça veut dire que ce ne sera pas assez pertinent si le mot-clé ne revient pas assez souvent. Maintenant, il ne faut pas faire du black hat, c'est-à-dire du keyword stuffing, où est-ce qu'on écrit juste le mot-clé caché en blanc. Ça, c'est très 2010, là, mais ça ne se fait plus parce qu'on va se faire prendre si la densité est trop élevée. Mais il y a quand même une densité à respecter pour qu'il y ait un aspect de pertinence. Donc, c'est toujours un équilibre là-dedans. Puis, de mesurer les ratios, c'est toujours très intéressant, là. Je vais partager mon écran. Je suis allée chercher juste pour que les gens comprennent le texte alternatif. Que vous soyez sur WordPress, que vous soyez sur Shopify, Wix, c'est peut-être pas la même interface, mais c'est le même principe. Donc, on vient entrer ici un genre de descriptif. Si on veut. As-tu des bonnes pratiques à partager justement par rapport au texte alternatif des images? En fait, souvent, ça va être un descriptif de l'image où est-ce que je vais intégrer le mot-clé le plus possible et l'image de marque parce que je veux aussi que si quelqu'un tape le mot-clé ou il clique sur Google Images, je veux que mon image elle sorte aussi parce que ça peut être une porte d'entrée aussi pour que les gens n'arrivent pas juste dans les moteurs de recherche, mais ils arrivent aussi par les images quand ils cherchent des images. Absolument. S'ils tapent, par exemple, le nom de l'entreprise ou une requête, là, mais par exemple, là, si je viens dans Images, il y a ça va être des photos, évidemment, d'événements auxquels j'ai participé, mais il va avoir comme exemple ici le SEO local, définition, nanana, puis là, regarde, on les voit toutes les autres. Donc, exactement. Super. OK. Ensuite, texte alt, les plus petits H, oui. Mais justement, dans la structure de HN, là, je suis en train de lire ce que Karine a mis comme petit résumé. Mais, tu sais, souvent, justement, les H5, H6, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ça va être sur des plus grosses pièces de contenu parce que ça serait difficile dans un texte de 300 mots d'aller jusqu'au H6, évidemment.
Absolument. D'ailleurs, le nombre de mots a une incidence dans les facteurs de classification dans bien des cas. Bon, c'est sûr que là, si, par exemple, tantôt on parlait de commerce électronique, si c'est une page de catégorie de produits, ben, il n'y aura pas de texte là, c'est pas comme un article de blog. Ça va être d'autres facteurs de classification parce qu'on parle d'une catégorie, puis c'est pas le même mot-clé non plus, c'est pas le même type de mot-clé. Alors, on veut sortir, on est une ballerine versus un lanceur de poids ici. Là, quand je donnais l'analogie, où est-ce que si je veux sortir pour une catégorie en commerce électronique versus un article de blog qui répond à une question vraiment poussée. Mais pour les articles de blog, où est-ce que là, on répond à une question puis qu'on pousse la machine, des fois, la quantité de mots-clés est importante. Par contre, des fois, ça ne l'est pas. Je me rappelle qu'avec une cliente, pour son site web, on avait un article de blog de 300 mots qui répondait à une question super précise. Puis on était dans le top 3 même, on était souvent premier pour un mot-clé super payant pour elle d'ailleurs. Puis le nombre de mots-clés n'était pas important. Donc, tu sais, je mets toujours l'accent sur le fait qu'il faut éviter de généraliser comme dans la vie de tous les jours, mais ça reste la même chose aussi dans les recommandations SEO. C'est du cas par cas. Mais dans ce cas-ci, c'était pas important, mais souvent, ça l'est aussi. Oui, ça dépend vraiment des sphères d'activité. Oui, une question de Noro qui demande, est-ce qu'il faut écrire des mots-clés dans les images ou des phrases? Fait que j'imagine écrire une phrase complète versus des mots avec des virgules entre chaque. Là. En fait, idéalement, pour les humains, tu vas écrire des phrases. Mais dans les faits, si on sera. Je ne sais pas si tu étais là précédemment, Noro, quand j'ai parlé de la personne qui avait gagné le concours de SEO avec du lorem ipsum. Les deux fonctionnent. C'est juste qu'il y en a un qui va être plus intéressant à lire pour les humains. Tu sais. C'est ça, exactement. Il faut toujours avoir en tête l'être humain qui est derrière. C'est lui qui tient la carte de crédit entre ses mains. Exactement. Puis d'ailleurs, en SEO, souvent, il faut faire des trade-offs. C'est-à-dire qu'on pourrait optimiser encore plus pour la machine, mais on écrit pour la machine et pour l'humain avec une priorité sur l'humain. Puis jusqu'où qu'on est prêt à aller dans l'agressivité de notre SEO versus le texte. Puis tu sais, encore là, il faut faire la distinction entre deux choses. Un texte d'information comme un article de blog où est-ce qu'on répond à une question, puis qu'on est vraiment dans l'information, dans l'éducation, puis qu'on peut se permettre d'optimiser un peu plus parce que oui, il va y avoir des mots-clés, il va y avoir du LSI, comme j'en ai expliqué tantôt, il va y avoir des entités, parce que ça ne peut pas être juste des mots-clés, il faut aussi qu'il y ait d'autres choses, sinon on est suroptimisé, puis Google s'en rend compte si on essaie de trop suroptimiser. Mais d'un autre côté, si peu importe la manière qu'on va le faire, c'est juste de dire j'optimise mes trucs comme il faut. Les images, on va en mettre aussi, on met du texte. Bref, on veut le quantifier, mais on veut que ce soit intéressant pour l'humain. Exact, totalement. Pour conclure, un dernier facteur là, qui est important pour toi, selon toi. Un dernier facteur, ben en fait, je ne pourrais pas passer à côté. Là. Je veux pas, on n'a pas le choix de le dire, mais c'est les backlinks. Les backlinks, c'est des liens qui viennent de d'autres sites web. Okay? Les liens sont importants parce que je veux pas, Google, ça a commencé comme ça. Hein. Au début, c'était un concours de backlinks uniquement en SEO. Donc, plus d'autres sites web envoyaient des liens vers ton site web, plus tu performais. C'est de moins en moins vrai, mais reste que les backlinks sont encore très importants en SEO. Puis, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut que d'autres sites web nous envoient des liens. Puis, comment ça se fait? Ça peut être en contactant des entreprises qui ont des services complémentaires aux vôtres, qui vont envoyer un lien vers un de vos contenus. Ça peut être des communiqués de presse si vous faites du PR, des relations publiques. Ça peut être n'importe quoi, mais c'est sûr que les backlinks sont super importants. Il y en a qui disent on n'a plus besoin de backlinks de nos jours avec l'intelligence artificielle et tout ça. Non, on a encore besoin de backlinks. Ça fait partie. On n'a pas eu cette preuve-là encore. Non. Non, on n'est pas Et toi, acheter des backlinks, c'est quoi ton opinion là-dessus? Je pense qu'on devrait plus aller les solliciter par nous-mêmes, c'est-à-dire de vraiment prendre le temps de contacter les gens puis de développer. D'ailleurs, on peut faire des alliances stratégiques avec ça. Moi, en fait, c'est parce qu'il y a différents types. Comme je l'ai parlé tantôt, hein, il y a le brand SEO, il y a le technical SEO, le SEO technique, puis il y a le contenu. Souvent, les gens SEO, c'est du monde qui sont un peu plus geek dans beaucoup de cas, parce que c'est ceux qui sont dans la technique. La technique, c'est on veut que notre site web soit parfait. C'est très défensif comme approche, comme au soccer ou au hockey. On ne veut pas se faire compter des buts, parce qu'on se dit, si je fais une erreur, Google va me faire payer. Puis me faire payer, c'est me faire scorer un but. Fait qu'on est très défensif dans notre approche. Mais il y a une approche plus offensive aussi, c'est je veux créer du contenu, je vais aller chercher des liens, tout ça. Là, on veut aller scorer un but en avant. Tu sais. Dans l'autre. Donc,
Exactement. Fait que dans ce cas-là, ben, c'est vraiment d'y aller à fond. Puis comment qu'on fait ça? Ben, c'est de contacter des gens, puis de créer du PR, des relations, puis tout ça, puis dire Hey, t'aimerais-tu ça parler de mon truc, et ainsi de suite, puis là, envoyer un backlink, puis là, ça peut même créer d'autres opportunités. Souvent, la personne qui fait du SEO technique est moins à l'aise d'aller contacter les gens parce qu'elle est plus geekée, plus introvertie. Puis la personne qui fait du link building, qui est très, très bonne pour aller contacter les gens, est moins en SEO technique. Fait que, ça prend un hybride des deux, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire différentes manières du SEO. C'est pas juste je fais du SEO, c'est quel type de SEO tu préfères faire. T'es-tu plus une approche offensive, une approche défensive, une approche de PR ou une approche vraiment plus technique geeky, tu sais? Tout est bon, tout fonctionne, c'est très, très large, tu sais. Absolument. Il y a plusieurs disciplines au sein du SEO. On va terminer avec la question de Karine. Je la trouve tellement pertinente parce qu'il y en a des clients qui me proposent ça, qui voudraient qu'on fasse ça, puis je veux t'entendre. Est-ce que ça se fait de créer plusieurs sites, 2, 3 sites, puis faire tout plein de backlinks entre ces sites-là? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise pratique? On parlait de Black Hat SEO, ça c'en est du Black Hat SEO. Du SEO à chapeau noir, en référence à la magie noire, puis il y a du White Hat SEO, c'est du SEO à chapeau blanc, en référence à la magie blanche. Donc, de se créer des exemples, 2, 3 sites web et plus, puis de s'envoyer des liens, on appelle ça des PBN, pour Private Blog Network, un réseau de blogs privés. Bon, ce n'est pas nécessairement des blogs, c'est plus des sites web, mais c'est le terme, c'est une vieille terminologie. Donc, utiliser des PBN, des Private Blog Networks, c'est-à-dire avoir 2, 3, 4, 5, 6 sites web, c'est du Black Hat SEO. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Est-ce que si tu te fais pogner, ça va faire mal? Oui, ça va faire très mal. Quand c'est bon, en fait, jamais avec des clients, donc jamais avec une entreprise... jamais avec une entreprise sérieuse parce que si elle se fait pénaliser, elle risque de tout perdre, c'est-à-dire plus avoir sa visibilité puis repartir à zéro sur Google. Ça arrive toujours aux sites web qui ont un bon SEO, qui essayent d'aller encore plus loin. Bien, toujours, je dis toujours, ça arrive souvent. Si c'est un site web, mettons là, j'encourage pas c'est pas une clientèle que j'ai, mais je vais quand même le dire parce que it is what it is, comme on dit en bon québécois. Les gens qui ont des sites de marketing affiliés, c'est-à-dire qu'ils vont faire la promotion de des produits, puis qui vont avoir une cote, puis qui veulent sortir en SEO, vont souvent faire ça. C'est comme un peu, bon, il y a les influenceurs, peu importe où, sur TikTok, sur peu importe où, là, qui vont faire des revenus avec le revenu d'affiliation, mais il y a aussi des experts SEO qui ne font que du affiliate marketing SEO, du SEO de marketing d'affiliation. Eux vont plus utiliser des choses comme ça parce que eux, même si le site web ferme, ils en ont 3 ou 4 d'autres à faire. Donc, mais ça ne représente pas des clients, c'est eux, c'est leur marketing d'affiliation. Eux font beaucoup de Black Hat SEO, mais du Black Hat SEO avec des clients qui te payent pour faire un service, jamais. Là, je veux dire, c'est l'horreur. C'est atroce. La compagnie pourrait tout perdre. Donc, on fait du beau SEO et donc, ces pratiques-là d'avoir 2, 3 sites web, on ne ferait jamais ça si c'est pour une entreprise qui est sérieuse. Comme je l'explique, le seul contexte dans lequel je pourrais voir ça, c'est avec un site web que c'est pas grave. Un site canari, comme je disais tantôt, c'est pas grave si on le perd. Là. Puis un site d'affiliation, comme ça, les gens, des fois, ça leur dérange pas parce qu'ils n'ont plein. Puis si un des canaris tombe, ils vont prendre un autre canari, entre guillemets. Exact. Mais cet échange-là, quand même, existe. C'est qu'il ne faut pas que ça soit tous tes sites à toi. C'est plus à ce niveau-là. Ouais. Ah, puis tu sais, je ne montrerai pas aux gens comment faire du Black Hat SEO ici parce que je voudrais pas mais ça se fait, mais tu sais, c'est risqué. Puis moi, je ne propose pas ça, je ne suggère pas ça parce que c'est trop risqué. Excellent. Hey, merci, Nicolas. On aurait pu te parler pendant encore 1 heure. Donc, où est-ce que tu es le plus actif? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur quelle plateforme? Ma plateforme de prédilection, c'est LinkedIn. Okay? Moi, je suis vraiment une personne LinkedIn, j'adore là-dessus. Je vais souvent partager mes épisodes de podcast. Mon podcast, c'est Commerce électronique et actifs numériques. Puis sur toutes les plateformes de podcast, je suis un gars d'audio beaucoup. Je ne fais pas autant de vidéos avec ma coupole Internet et tout. Puis le live, ça me fait toujours peur. Là, il neigeait pas, mais j'espère qu'il neigera pas parce que c'est pour ça que je ne fais pas souvent de vidéos. Mais ouais, j'adore parler au niveau du podcast. Puis sinon, c'est pas mal LinkedIn. C'est là que ça se passe le plus pour moi.
Super. Ben, Karine a mis tes liens, donc ils sont disponibles. Je te remercie. Je suis très contente qu'on ait pu enfin faire notre live ensemble. Donc, au plaisir de Ça fait reparler plaisir. de SEO avec toi bientôt. Bon Au week-end, plaisir tout de se le reparler. monde. Et je vais juste aller voir dans ma liste de live la semaine prochaine. Oui, je reçois Isaël Morin et justement, on va parler de LinkedIn. Donc, bon week-end. Merci tout le monde. Bye, Nicolas. Bye bye. Bye.